Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Dimanche en politique de l'année, une année 2019 que je vous souhaite bien sûr la plus heureuse possible. Mon invité cette semaine est Dominique Bussereau, ancien ministre, président du conseil départemental de Charente-Maritime et président de l'association des départements de France. Bonjour. Bonjour à vous. Nous avons un peu moins d'une demi-heure pour traiter de sujets aussi divers que le mouvement des Gilets jaunes, l'implantation de parcs éoliens en Charente-Maritime ou encore l'arrivée de la fibre optique en zone rurale, ou encore de la situation de la droite française. Alors autant commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec les Gilets jaunes. La Charente-Maritime n'échappe bien évidemment pas à ce mouvement de contestation, un mouvement qui a repris du poil de la bête lors de l'acte 8, le 5 janvier dernier. Dominique Bussereau, quel est votre positionnement par rapport aux Gilets jaunes et est-ce qu'il a évolué au fil des semaines? Vous savez, il y a exactement un mois, enfin presque le 10 décembre, le président de la République a réuni à l'Élysée, dans la salle du Conseil des ministres, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. La CGT, le patronat, les syndicats, les associations d'élus. Et on a pris chacun la parole, ça a duré 4h20, pendant lequel le président de la République a pris des notes. Et moi j'ai dit qu'à ce moment-là, je voyais quelque chose de très différent de ce que j'avais connu lycéen en 68. En 68, c'est une crise sociétale. On était jeunes, on trouvait que la société était bloquée, que le général de Gaulle était là depuis très longtemps. On va en parler tout de suite si vous voulez après. Et là, c'est différent. Ce sont les Françaises et les Français qui se sentent exclus de la mondialisation et qui voient la télévision, des journalistes, des hommes politiques, des chanteurs, des écrivains. Tout ça leur apparaît un monde dans lequel ils n'ont pas leur place. Et donc, c'est cette France-là qui est profondément malheureuse, souvent en effet périphérique, souvent rurale, mais pas seulement, qui est sur les ronds-points. Alors, elle a été rejointe naturellement par, comme chaque fois qu'il y a un mouvement social en France, par des extrémistes, par des casseurs. L'extrême gauche et l'extrême droite s'en donnent à cœur joie, mais fondamentalement, c'est un vrai malaise de pouvoir d'achat, d'éloignement dans notre pays. Et donc, est-ce que votre position a changé par rapport à ça au fil des années avec l'évolution Non, je condamne naturellement les violences, quelles qu'elles soient à La Rochelle, qu'elles soient à Paris ou à Bordeaux. Je ne parlais pas forcément des violences, je parlais simplement aussi des revendications. Non, mais les revendications sont devenues plus politiques. Mais je pense qu'il manque dans le dispositif du gouvernement un élément. Il y a eu la prise de parole du président de la République, la fin de la CSG, des mesures importantes annoncées. Il y a ce fameux grand débat, je pense qu'on y reviendra. Et puis, il manque en réalité un Grenelle. Enfin, c'est un moment où, autour de la table, comme le propose sans arrêt, sans être écouté Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, on met tout le monde autour d'une table, on discute, on négocie, il sort des choses réelles pour les Françaises et les Français. Alors, juste avant de parler justement de votre envie d'un nouveau Grenelle, vous l'avez déjà tweeté il y a quelques temps, je vous propose d'écouter un gilet jaune interrogé le 5 janvier par une de nos équipes à La Rochelle. Il voulait question d'une convergence des colères, écoutez-le. L'essentiel, c'est qu'on ne lâche pas. Et l'essentiel, c'est la victoire finale. Et pour moi, la victoire finale, ce sera le moment où les gilets rouges et les blouses blanches, les étudiants, les transporteurs nous rejoindront. Et à ce moment-là, on montrera nos muscles, c'est-à-dire montrer nos muscles, c'est être nombreux. Dominique Bussereau, cette idée d'une possible convergence des luttes sociales, ça, vous le craignez, vous l'espérez? Comment ça se passe? Je l'avais déjà écouté, ce monsieur, sur votre antenne à la fin de la semaine dernière. C'est toujours un peu le cas. Les cheminots sont mis en grève pour la réforme ferroviaire au printemps, ils ont appelé à la convergence des luttes qui ne s'est pas faite, etc. Donc c'est un grand classique de la revendication. Mais c'est un malaise profond dans la société qu'exprime ce gilet jaune, qu'exprime beaucoup de gilets jaunes. Et on ne le réglera pas par un débat qui va être compliqué, problématique. Il faut des choses encore plus concrètes, peut-être des réformes institutionnelles. Alors, mais il faut rentrer plus concrètement, justement. Même si le président l'a fait sur la CSG, sur quelques mesures, c'est pas encore assez pour stopper cette crise grave dans notre pays. Alors soyons concrets, si vous voulez bien. Vous proposez depuis plusieurs semaines l'organisation, je l'ai dit, d'un Grenelle comme lors des événements de mai 68. Déjà, tiens, est-ce que la comparaison s'arrête là, entre les deux événements avec 50 ans d'écart, ou vous pensez vraiment qu'il y a malgré tout une similitude dans, pour le coup, oui, cette colère populaire? Vous savez, 68, ça part des étudiants. Oui. J'étais lycéen, j'observais ça depuis... Rejoint par les ouvriers ensuite. Depuis notre province, d'abord étaient les étudiants, puis ensuite les ouvriers. Comment s'est terminé? Le général de Gaulle a filé à Baden-Baden. Moi, j'ai rencontré Massu, qui m'a raconté qu'il avait trouvé un général de Gaulle extrêmement dépressif, qui revient le lendemain. Il n'y a plus de télé. Il n'y a qu'une chaîne, d'ailleurs, à l'époque. Il n'y a plus de télé. Il va à la radio nationale. Il va parler à 16h30. Et à 18h30, il y a 1 million de personnes dans les rues. Parallèlement, il dissout l'Assemblée nationale, donc il reporte le débat sur le plan politique.
Et Pompidou négocie avec les syndicats et obtient l'augmentation du salaire minimum. Il y avait des corps intermédiaires à cette époque-là. Il y avait les corps intermédiaires. Le problème de ce conflit, c'est qu'il n'y a pas de corps intermédiaire. Et le problème aussi, c'est que le gouvernement et le chef de l'État ont fonctionné dans la verticalité. Ils ont des députés dont certains sont talentueux, pas tous, mais certains, qui sont peu implantés, ils n'ont pas de relais. Ils ne connaissent pas les maires, ils ne connaissent pas les gens autour d'eux, ils ne connaissent pas la vie de leur secteur. Et donc ce gouvernement se retrouve tout seul face à un mouvement qui lui-même n'est pas relayé par les syndicats. Très clairement, on est vraiment dans une situation que je considère dangereuse pour la démocratie. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron et le gouvernement Philippe sont à la hauteur des événements ? Ils cherchent certainement des solutions, mais ils ont commis beaucoup de maladresses. Ils ont commis des maladresses depuis le début. D'abord en attendant trop longtemps pour retirer les mesures qui posaient problème, l'augmentation du prix de l'essence, etc. Je considère, avec toute l'amitié que j'ai pour Édouard Philippe, que le fait qu'il aille à la télévision annoncer des mesures de sécurité, c'est pas du niveau du Premier ministre, c'est du niveau du ministre de l'Intérieur et du niveau des gardes des Sceaux. C'est originel, 80 km/h ? Comment ? C'est le péché originel, les 80 km/h ? C'est la goutte d'eau qui je ne le fait pense déborder le pas, vase. mais ça a été perçu par beaucoup de gens comme une agression. Je pense, et je l'ai dit à l'époque à Édouard Philippe avec beaucoup de fermeté, je pense qu'on aurait mis dans chaque département le préfet, le président du département, le colonel des pompiers, le colonel de gendarmerie, avec la carte et l'accidentologie, on faisait la même chose sans choquer les gens. Retour aux corps intermédiaires. On a négligé, le pouvoir actuel a négligé les syndicats, Laurent Berger s'en plaint à juste titre, et d'autres syndicats, a négligé les élus. Il a réussi à se fâcher avec les maires, les départements et les régions. Et tout ça fait que quand on arrive dans un moment où le chaudron chauffe, il n'y a pas beaucoup de pompiers pour venir mettre de l'eau sur le chaudron. Dominique Bussereau, selon le Figaro, vous faites partie de ces représentants de l'ancien monde qui murmurent à l'oreille du président du nouveau monde. C'est d'ailleurs vous qui auriez donné l'idée d'un grand ministère des collectivités. Avoir de l'influence sans pour autant être dans la lumière, c'est confortable, c'est frustrant, c'est comment ? Non, si vous voulez, moi je dis ce que je pense. Je suis libre maintenant. J'ai quitté la formation politique à laquelle j'appartenais. Je suis un élu indépendant, comme la plupart des élus de notre région. Et j'ai des relations amicales, aussi bien avec des gens qui sont chez les Républicains, qui sont au Parti Socialiste, qui sont au gouvernement, qui sont en marche. Je connais bien le président, je connais bien le Premier ministre. Donc quand j'ai quelque chose à dire, je leur dis, après ils font ce qu'ils veulent. Mais je parle en toute indépendance parce que je parle sans aucun esprit partisan. Et vous lui dites quoi la dernière fois que vous lui avez parlé, Emmanuel Macron ? La dernière fois, c'était il y a trop longtemps, c'est un mois, dans cette fameuse réunion autour de lui. Et vous voyez, la grande difficulté, c'est que ces réunions se passent bien, mais que ça ne suit pas. On dit qu'il entend, mais qu'il n'écoute pas. En revenant de cette émission, j'ai un rendez-vous téléphonique en rentrant en Charente-Maritime avec le Premier ministre. Je vais voir ce qu'il me dit sur le grand débat. Mais c'est la première discussion réelle avec le sommet de l'État depuis un mois. Or, depuis un mois, malheureusement, la crise ne s'est pas terminée. Il y a donc un manque de discussion avec des gens un peu expérimentés, qui ont connu tous les affres de la vie politique et qui pourraient utilement leur donner un certain nombre de recommandations. Est-ce que finalement, cette crise n'est-elle pas celle, avant tout, de la démocratie représentative ? C'est celle d'une forme de démocratie représentative qui se passe mal. Regardez, la démocratie participative, je ne parle pas de ce que faisait la précédente présidente de région dans notre région, mais les maires, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont un conseil des jeunes, ils ont un conseil des anciens, ils ont des réunions de quartier. Au niveau local, la démocratie participative, elle est quotidienne. Le problème de l'État, c'est que le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, est composé, à part quelques exceptions, de personnalités de talent, mais qui n'ont aucune expérience de la vie publique, ni de la vie parlementaire. Le président lui-même a une expérience relativement récente. Des députés qui, pour la plupart d'entre eux, sauf les quelques jeunes poids-de-vin qui avaient fait déjà un peu de politique, sont arrivés, n'ont pas de relais, n'ont pas de réseau. Et donc, le pouvoir est esselé. C'est la première fois. Le père de Gaulle... Davantage de consultations. Le père de Gaulle, permettez-moi l'expression, il pouvait se permettre de parler à 16h30... parce qu'il savait qu'il y avait un parti gaulliste qui lui amenait 1 million de personnes dans les rues 2 heures après. Là, la manifestation qu'annoncent les gens d'En Marche pour le 27 janvier, si tant est qu'elle ait lieu, je ne pense pas qu'il y ait 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Le grand débat doit débuter ce mardi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est mal parti. Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Je le souhaite, parce que si ça ne sert à rien, ça va faire énormément de déçus et ça va
rendre la situation encore plus difficile Il à va y mener. avoir aucun tabou au départ, puis finalement, il y aura 4 thèmes. La fiscalité, la transition écologique, les services publics et le débat Vous savez, démocratique. les gens parleront de ceux qu'ils veulent. Quand vous mettez quelqu'un dans une salle avec un médiateur, si habile soit le médiateur, on parle de ce qu'il veut. S'il y a des gens qui veulent parler de la peine de mort, malheureusement, ils parleront de l'abrogation du rétablissement de la peine de mort. Si certains veulent parler du mariage pour tous, ils en parleront, quel que fasse ce médiateur. Voilà, donc le gouvernement essaye de fixer un cadre, mais en réalité, quand on donne la parole, on parle de tout. Quand un maire va dans une réunion, il vient pour présenter un grand projet, par exemple, comme nous l'avons fait hier, sur l'arsenal de Rochefort, et en réalité, ça n'intéresse pas forcément tous les citoyens, qui vont tous, les uns les autres, interroger sur les trottoirs dans leur rue. Donc le grand débat, ça va partir dans tous les sens. Après, il faudra que le gouvernement ait l'intelligence politique d'en tirer les conséquences. C'est là où je reviens à mon idée de Grenelle, de grand débat, parce qu'il faudra bien une médiation entre ces débats et les conséquences politiques, législatives, parlementaires, que pourra en tirer le gouvernement. Après le jet de l'éponge de Chantal Joanneau pour présider ce grand débat, certains ont pensé à votre ami Alain Juppé. Ce dernier a poliment refusé. On parle aussi de Jean-Paul Delevoye. Est-ce qu'on vous proposerait de le faire? Vous accepteriez? Certainement pas. Certainement pas, parce que c'est pas à quelqu'un d'organiser. Hein. Si on veut vraiment que ce soit un grand débat, il faut laisser les associations, les mairies, etc. faire les choses. Vous savez, Chantal Joanneau, c'est un mauvais procès qu'on lui a fait. Chantal Joanneau, elle a succédé à Christian Léry, qui a été préfet de la Charente-Maritime, qui est aujourd'hui le médiateur du département de la Charente-Maritime. Et donc, par Christian Léry et par Chantal Joanneau, je connais bien le fonctionnement de la CNDP. CNDP, c'est fait, par exemple, si demain on voulait faire, je sais pas quoi, une nouvelle tranche nucléaire au bord de la Vienne, dans ce département, là, c'est le CNDP. Mais demander à la CNDP, qui a des objets techniques et d'aménagement du territoire et environnementaux, de s'occuper d'un débat politique, c'était naturellement une erreur. Et il est normal que la CNDP jette l'éponge, parce que c'est pas son boulot. Les hauts fonctionnaires sont trop payés? Écoutez, moi je préfère un haut fonctionnaire bien payé et honnête qu'un fonctionnaire mal payé, corrompu, ou qui cherche à partir dans le privé parce qu'il est trop mal payé dans le public. Lors de ses vœux à la presse cette semaine, le maire de Bordeaux était revenu sur le fait qu'il ne soit plus chez les Républicains. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. Je me reconnais de moins en moins dans cette famille politique à laquelle je suis très attaché. Je vous rappelle que j'ai été un des tout premiers membres du RPR en 1976, que j'en ai été le secrétaire général, le président, que j'ai été le premier président fondateur de l'UMP. Donc ça m'a fait un peu de tristesse de devoir quitter cette famille politique. Mais compte tenu de sa dérive vers des thèses qui sont celles en réalité très proches de l'extrême droite, vous voyez que la transfusion se poursuit. Maintenant, M. Garot, ça ne m'a pas surpris, ça. Se retrouve au Rassemblement national, et ainsi de suite. Donc cette espèce de dérive vers l'extrême droite ne me convient pas du tout. Dominique Bussereau, est-ce que vous invitez Alain Juppé à faire comme vous en février dernier, c'est-à-dire à rejoindre Libre, le mouvement de Valérie Pécresse, dont vous êtes aujourd'hui le conseiller spécial? Vous savez, Alain Juppé est par nature extrêmement libre, donc il n'a pas besoin... Avec Valérie Pécresse, il y a eu quand même des... Oui, mais enfin, les relations maintenant sont plutôt excellentes. Ça va mieux? Non, mais moi, je suis triste d'avoir quitté les Républicains. Moi, j'avais adhéré à la Maison Giscard à 18 ans, 1970. J'étais aussi un des fondateurs de l'UMP avec côté d'Alain Juppé et de Jean-Pierre Raffarin. Franchement, je suis très triste d'avoir dû prendre cette décision, mais je partage au mot près, à la virgule près, ce que vient de dire Alain Juppé. Le départ de Thierry Mariani et Jean-Paul Garot, qui était, lui, depuis 2012, le avocat général près de la cour d'appel de Poitiers, qui vient de se mettre en disponibilité, vous a surpris ou pas? Non, je pense qu'il y a des esprits faibles. Je pense qu'il y a des gens qui vont à la soupe parce qu'ils ont perdu les élections dans leur circonscription et qui essayent de rattraper comme ils le peuvent. Je trouve que c'est une histoire assez navrante qui m'étonne un peu de Jean-Paul Garot, un homme de sérieux, qui m'étonne moins de Thierry Mariani, qui a toujours été extrêmement emballé dans la plupart de ses engagements. Alors Jean-Paul Garot, il a déclaré « Finalement, le RPR d'hier, c'est le RN d'aujourd'hui et j'en tire donc les conséquences en restant fidèle à nos idées ». Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une formule terrifiante. Le RPR était certes plus conservateur que ne l'était l'UDF à laquelle j'appartenais, mais nous avions décidé ensemble de faire l'UMP pour justement mettre ensemble les plus conservateurs, les plus progressistes, les plus européens, les moins européens, les plus centralisateurs, les plus décentralisateurs. C'est toute cette belle mécanique que nous avions fait qui donnait les victoires électorales à la droite et au centre, qui permettait une vie française bipolaire bien organisée, qui a été cassée au fil des années. Et ces personnages sont parmi celles et ceux qui en portent la responsabilité.
Avant de revenir aux questions locales, on apprend cette semaine que la plupart des grands patrons français ne payent pas leurs impôts en France. Et enfin, on constate un nouveau record de versement de dividendes aux actionnaires des entreprises du CAC 40 l'an dernier, avec 57 milliards d'euros reversés. Est-ce que vous comprenez que ces informations puissent profondément choquer les Français dans la période actuelle? Oui. Est-ce que le politique peut répondre à ce problème? Le politique, moi j'ai été ministre du budget, donc responsable de la fiscalité. On peut mener des politiques de contrôle fiscal, d'obligation fiscale plus lourdes et plus importantes. Quant aux distributions d'actions, chaque conseil d'administration en est libre, mais de temps en temps, il faut garder raison. Sur la fraude fiscale, on entend beaucoup sur les ronds-points, le problème de fraude fiscale. Chaque année, elle coûterait, échelle haute, 80 milliards d'euros à la France. Est-ce que ça ne devrait pas être la priorité des priorités pour les gouvernements qui succèdent? Ça doit être une priorité. Il y a juste un petit souci, c'est qu'au fil des années, les gouvernements, dont d'ailleurs les miens, et c'est certainement une erreur, nous avons diminué les effectifs du ministère des Finances, qui était le plus lourd. Et donc, il y a de moins en moins de monde. On le voit bien actuellement, les gens qui vont se renseigner sur le prélèvement à la source, c'est parfois un peu compliqué, malgré toute la bonne volonté des agents des finances publiques. Donc, quelque part, les Français veulent moins de fonctionnaires, et quelque part, il y a besoin de plus de fonctionnaires pour lutter contre la fraude fiscale. C'est toute la difficulté du débat politique actuel. Alors, au niveau local, l'Assemblée départementale de Charente-Maritime a adopté lors de la session d'hiver le budget primitif 2019. Normal. De 943 millions d'euros, avec 712 millions d'euros pour le fonctionnement et 231 millions pour l'investissement. C'est un budget sans surprise. Oui, enfin dans le fonctionnement, il faut que chacune et chacun de ceux qui nous écoutent comprennent que le premier poste de dépense sont les dépenses sociales. La solidarité. C'est le RSA, c'est les personnes âgées, c'est le handicap, c'est aujourd'hui les mineurs non accompagnés. Donc un budget, budget de fonctionnement, c'est pas des petits fours et des bagnoles et des collaborateurs, c'est avant tout de la solidarité sociale pour les territoires. L'investissement, c'est plus facile quand on a un département touristique? L'investissement, c'est plus facile parce que l'État s'est lancé bêtement, et c'est un des reproches que je fais au gouvernement actuel, dans une espèce d'encadrement de nos dépenses de fonctionnement. Mais comme dans ces dépenses de fonctionnement, il y a une majorité de dépenses que nous assumons pour le compte de l'État, qu'il devrait nous rembourser, qui ne nous rembourse pas, l'État d'un côté cherche à diminuer notre fonctionnement et en même temps augmente ses propres dépenses qui augmentent notre fonctionnement. Donc quelque part, cette situation n'est pas acceptable et d'ailleurs nous allons la combattre dans les jours et les semaines à venir. D'ici 3 ans, 270 000 foyers pourront profiter en Charente-Maritime du très haut débit grâce à la fibre optique. Les zones rurales vont enfin pouvoir profiter de cet équipement. C'était le cas cette semaine à Tonnay-Boutonne. Je vous propose d'écouter Patrick Fornat, gérant d'entreprise d'électroménager, qui sera justement à Tonnay-Boutonne l'un des premiers à avoir la fibre dans la commune. Ceux qui habitent vraiment à la campagne, suivant le débit, ils ne peuvent pas avoir la télévision par Internet puisque le débit n'est pas suffisant. Si on veut proposer une télévision dans une autre pièce, en Wi-Fi par exemple, ça ne fonctionne pas non plus. Donc pour eux, ça va leur apporter un confort supplémentaire. On y est là aussi dans les revendications Gilets jaunes finalement. C'était cette fracture entre les zones périphériques, les rurales et puis les zones urbaines. Il reste encore quelques fractures en termes de téléphonie mobile. Ah oui, ça je le confirme. On les voit bien sur nos territoires. Ce que le département de la Charente-Maritime a décidé, c'est très simple. Chaque foyer, chaque cabane ostréicole, chaque gîte rural, chaque exploitation agricole, chaque maison, chaque logement, dans une ville, dans un bourg, dans un hameau, sera relié dans moins de 3 ans à la fibre optique, c'est-à-dire 100 mégabits. Télé, Wi-Fi et téléphone. Vous dites le département, on est d'accord, hein, c'est l'Europe, l'État, la région et le département qui financent. C'est le département qui porte ce projet, mais nous avons en effet des financements de l'État, de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Europe. Mais nous ne demandons aucun financement aux communes, aux intercommunalités. Et Orange, en l'occurrence, a gagné la délégation de service public. Mais chaque abonné pourra choisir son fournisseur. S'il veut Free, Bouygues et d'autres, je ne suis pas là pour faire de la publicité, il pourra choisir son fournisseur d'accès. Autre dossier sur lequel vous êtes très présent, hein, celui du projet d'implantation d'éoliennes dans les terres et dans les mers. Le plan du gouvernement prévoit, on le sait, un triplement du parc éolien en France. On en parle, et on sait qu'on n'est pas d'accord, juste après ce reportage qui était diffusé sur notre antenne le 28 novembre dernier. Le vent tourne du côté des éoliennes. Miser sur l'énergie renouvelable et tripler le parc éolien terrestre, c'est l'une des annonces faites par Emmanuel Macron hier. Chacun de ces sujets, lorsqu'il s'agit de projets concrets, doit pouvoir s'insérer dans une stratégie d'un territoire, prendre en compte aussi, on le sait, les sensibilités, une logique paysagère. La réaction sur Twitter de Dominique Bussereau ne s'est pas fait attendre.
Mon désaccord est total sur le triplement de l'éolien qui va continuer à défigurer la jolie planète France. En Charente-Maritime, on dénombre déjà 24 parcs, soit 140 éoliennes sur tout le département, à tel point qu'ils viennent de créer l'Observatoire de l'éolien pour encadrer le développement de ces machines. Il faut, comme toujours, être raisonnable. Et le triplement de l'éolien en France possible, en Charente-Maritime, c'est déjà fait, donc un petit peu de répartition sur les territoires. L'autre annonce du président, c'était le développement de l'éolien en mer. Oléron est directement concerné avec le projet d'un parc offshore de 80 éoliennes au large. Seul Saint-Nazaire a été acté. Pour les autres, il faudra attendre 2023. La transition énergétique, ça prend du temps. Retour sur le plateau de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Dominique Bussereau. Le plan présenté cet automne par Emmanuel Macron, vous n'y êtes franchement pas favorable. Pour quelles raisons? Écoutez, pour des raisons, je dirais, de préserver la France. Quand je vais de la gare de Poitiers à Paris, lorsqu'on arrive dans la Beauce, il y a des grands espaces, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un village, il n'y a pas un clocher, il y a des grandes éoliennes, ça ne gêne personne et ça ne défigure pas le paysage puisqu'il n'y a pas de paysage. Mais quand tout à l'heure je vais quitter votre plateau pour retourner à Saint-Georges-de-Lidonne et que je vais passer à hauteur de Saint-Jean-d'Angély, mais quand on arrive à Saint-Jean-d'Angély, on ne voit plus la ville royale, on ne voit plus les clochers des églises, on voit un enchevêtrement d'éoliennes. Je ne suis pas hostile, pour les mêmes raisons, à l'éolien offshore. Si on fait un plateau offshore au large de l'île d'Oléron, à 30 ou 40 km, qui n'est pas visible depuis les côtes et qui ne gêne pas le paysage et la spécificité, la beauté oléronaise, ça ne me gêne pas. Mais faire ce qu'on a fait et ce qu'on fait actuellement en Aunis, ou ce qu'on se préparerait à faire sur l'estuaire de la Gironde, vous imaginez l'estuaire de la Gironde, Talmont, Mortagne, tous ces coteaux, le Médoc en face, avec des éoliennes, alors qu'on cherche à protéger ces plus grands estuaires d'Europe naturels depuis 20 ans. Vous ne pensez pas que c'est un combat d'arrière-garde pas du tout. De dire je pense que l'éolienne est un objet d'arrière-garde. Mieux vaut avoir la centrale de Bros-Saint-Louis sur l'estuaire que des éoliennes. La centrale de Bros-Saint-Louis, elle est là depuis très longtemps et elle n'est pas dans la partie touristique de l'estuaire. Elle est dans la plaine, juste avant d'arriver à Blaye. Mais au large d'Oléron, c'est moins touristique quand même. Au large d'Oléron, on est en pleine mer et personne ne le verra, sauf les pêcheurs, et sauf les navigateurs, et sauf les oiseaux de mer et les poissons. Ce que je reproche à l'éolien, c'est de coûter extrêmement cher. Aujourd'hui, on est en haute pression. Toutes les éoliennes sont à l'arrêt, alors qu'on a besoin d'un maximum de consommation à cause du froid, de consommer énormément de béton. On ne sait pas encore comment on pourra retraiter les éoliennes. Et même l'Allemagne, qui en avait planté des milliers et des milliers dans les grandes plaines du Nord, au nord de Hanovre ou au nord de Berlin, est en train de diminuer ses champs éoliens, consciente qu'il y a eu une atteinte au paysage. Pourtant, on a appris cette semaine qu'en Allemagne, justement, pour la première fois, les énergies vertes dépassent le charbon dans la production d'électricité. 20% provient de l'éolien, un chiffre dont on parle pour la France dans l'horizon 2030. Écoutez, moi, je ne souhaite pas pour la France qu'on développe outre mesure l'éolien terrestre. Je pense beaucoup plus à ce que l'on peut faire avec l'énergie solaire. En Charente-Maritime, par exemple, nous ne sommes pas les seuls. Tous nos collèges, qui sont des cubes de béton des années 60-70, on les équipe. Partout, on peut mettre du solaire. Partout, sur des mauvaises terres, on ne peut pas cultiver. On peut mettre des champs solaires, comme cela se fait dans beaucoup d'endroits dans notre région. On le fait. Je crois beaucoup plus au solaire, même si on n'a pas réglé là aussi le problème parce que vous de la n'avez pas destruction des panneaux solaires. En disant des choses comme ça, Dominique Bussereau, vous qui êtes un responsable politique, vous participez au fait qu'on soit un jour le vilain petit canard de la transition énergétique? Écoutez, je pense que la France a la chance d'être le pays le plus patrimonial d'Europe. La France est la première destination touristique dans le monde. Si on veut détruire tout ça, transformons notre pays en immense champ d'éoliennes. Un mot sur l'initiative du département de permettre le cumul du RSA avec un emploi saisonnier. Franchement, j'ai appris qu'il n'y avait que 3 départements, les 2 Alsaciens plus le vôtre, qui ont fait ce choix expérimental. C'est assez étonnant, non? Écoutez, c'est un choix expérimental. En Charente-Maritime, on peut vivre quasiment toute l'année si on le souhaite et si la situation le permet, par un emploi saisonnier. L'ostréiculture en hiver, on peut faire les bois dans les vignes. On peut ensuite participer à la saison touristique, aux vendanges. On peut quasiment cumuler 8 à 9 mois, 10 mois d'emploi saisonnier. Certaines personnes qui sont au RSA ne le font pas parce qu'elles ont peur de perdre le RSA. Si elles prennent des emplois saisonniers, elles pourront conserver leur RSA. Et donc, c'est une garantie, si cet emploi ne leur plaît pas, que leurs droits sociaux ne sont pas remis en cause. Ça démarre, ça démarre. Ouais. On en est à une vingtaine. C'est pour l'instant, ça démarre. Et on va essayer de faire connaître, et merci de poser cette question, de faire connaître au maximum cette possibilité. Parce qu'on manque terriblement, on l'a vu cet été dans le domaine touristique, on manque terriblement de travailleurs saisonniers.
C'était l'objectif numéro 1, c'est de pouvoir retrouver des travailleurs saisonniers. Et puis de remettre les gens au boulot. Le RSA. Voilà, enfin, c'est-à-dire que quelqu'un qui est chez lui, qui est au RSA, qui a peu d'activité, qui s'ennuie, peut-être qu'il va tester un emploi saisonnier, peut-être qu'il va être heureux par ce biais de revenir dans le monde du travail, et peut-être qu'il va, grâce à cela, se réancrer définitivement dans le monde du travail, et donc il sera plus nécessaire qu'ils perçoivent le RSA. Sachant qu'un tiers des bénéficiaires du RSA n'en font pas la demande, on est d'accord. On est bien d'accord. Allez, pour terminer cette émission, Dominique Bussereau, un mot sur les municipales de 2020 à La Rochelle, si vous le voulez bien. Question piège, entre Jean-François Fontaine et Olivier Falorni, lequel aurait votre préférence si vous deviez Écoutez, d'abord, il y aura certainement des candidats de la droite. Oui, plus républicain. Donc, oui, mais enfin, il y aura quelqu'un de je suis libre, toujours quelqu'un du centre droit. Il y aura certainement quelqu'un de la droite modérée, etc. Honnêtement, je trouve qu'Olivier Falorni est un bon député. Et je n'ai rien à reprocher à Jean-François Fontaine, avec lequel le département travaille en étroite collaboration. On vient de lancer un syndicat mixte commun pour gérer le port de pêche de La Rochelle. On a créé cette semaine un syndicat mixte commun pour gérer les aéroports de La Rochelle et de Rochefort. Franchement, ce sont deux personnalités qui ne sont pas exactement de ma sensibilité politique, mais avec lesquelles j'ai plaisir à travailler. Mais vous seriez derrière un candidat du centre droit. Moi, j'ai créé, Jean-François Fontaine ne soit plus de centre droit. J'ai créé en Charente-Maritime une association qui regroupe tous les élus, toutes les personnalités de centre de droite. Et vous avancez un candidat dans les... Et c'est dans ce cadre-là que nous réfléchirons à nos candidats. Mais franchement, démarrer le débat municipal en 2020... On a le temps. Alors qu'on est en pleine crise des Gilets jaunes. Et on parlera de l'Europe très rapidement. On a d'autres sujets. C'est la fin de cette émission. Merci Dominique Bussereau d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le site, la page de l'émission qui elle-même est sur le site de France 3 Nouvelle-Aquitaine. La semaine prochaine, nous commencerons néanmoins la tournée des grandes villes de Poitou-Charentes. Xavier Bonnefond, maire d'Angoulême, sera mon invité. D'ici là, excellente semaine à toutes et à tous et à dimanche prochain.